Quand de jeunes touristes insouciants découvrent l'Australie le pouce en l'air au bord de la Hume Highway, c'est a priori synonyme de souvenirs heureux à venir. Malheureusement, quelques années plus tard, il ne reste de leur voyage que des corps retrouvés dans des tombes peu profondes. Entre 1989 et 1992, un homme traque, torture et tue 7 backpackers. 7 jeunes venus pour la plupart découvrir le pays des kangourous qui ne sont jamais rentrés chez eux. Ce qui n'était au départ que de simples disparitions va se transformer en l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire de l'Australie et changer à jamais la perception de l'autostop sur les routes du continent. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable de l'affaire des Backpack Murder. Générique. Savez-vous que les prix que vous voyez en ligne ne sont pas les mêmes pour tout le monde ? C'est une pratique courante. Les sites web modifient leurs tarifs en fonction de votre localisation, de votre historique de navigation et même de l'appareil que vous utilisez. Cette tarification dynamique peut vous coûter des centaines d'euros supplémentaires par an, que ce soit pour des billets d'avion, des réservations d'hôtel ou encore des abonnements en ligne. C'est là qu'intervient CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. En masquant votre véritable localisation et en vous permettant de vous connecter virtuellement depuis plus de 100 pays différents, CyberGhost vous donne l'opportunité de comparer les prix réels et d'accéder aux meilleures offres. Par exemple, en vous connectant via un serveur turc, vous pouvez obtenir YouTube Premium pour seulement 2 € par mois au lieu des 13 € habituels. Sur une année, l'économie est considérable. Mais CyberGhost VPN, c'est bien plus qu'un simple outil d'économie, c'est avant tout un bouclier numérique qui protège votre vie privée en ligne. En cryptant et en redirigeant 100% de votre trafic internet via des tunnels VPN sécurisés, il crée une barrière infranchissable entre vos données personnelles et ceux qui cherchent à les exploiter. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note excellente sur Trustpilot, attribuée par plus de 20 000 personnes, CyberGhost s'est imposé comme une référence incontournable en matière de sécurité en ligne. L'application est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et protège jusqu'à 7 appareils simultanément. Vous pouvez donc sécuriser tous vos appareils et même partager cette protection avec votre famille. Un point crucial, CyberGhost applique une politique stricte de non-conservation des données. Même eux ne savent pas ce que vous faites en ligne. Et un dernier point, CyberGhost vous permet aussi d'accéder à des contenus géo-restreints, c'est-à-dire qu'il vous permet de débloquer l'intégralité des catalogues de toutes les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et bien d'autres encore. En utilisant le lien dans la description, vous aurez droit à une offre exclusive, 83% de réduction et 4 mois gratuits, qui viennent s'ajouter à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors téléchargez CyberGhost VPN dès aujourd'hui en utilisant le lien que je vous laisse en description et protégez votre vie privée tout en faisant des économies. Moi, c'est ce que j'appelle une solution gagnant-gagnant. Fin 80, début 90, Australie, c'est le synonyme de paradis sur Terre pour les voyageurs en quête d'aventure. Sur ce vaste continent, les paysages sont à couper le souffle, la chaleur est constante, la faune unique au monde et, cerise sur le gâteau, les locaux sont réputés pour leur hospitalité. Ça n'est donc pas étonnant que des milliers de routards débarquent chaque année de tous les coins de la planète pour découvrir le pays munis de leur seul sac à dos. Cependant, beaucoup de ces aventuriers sont jeunes et, comme on le sait, début de vie d'adulte rime souvent avec moyens limités. À l'époque, il existe néanmoins une solution permettant de se déplacer à moindre coût, l'autostop. Il faut savoir qu'à l'époque, la culture du stop est encore très présente dans le monde, alors quand on a un budget serré, tendre le pouce au bord des routes est généralement le moyen idéal pour parcourir de longues distances. En plus, le continent australien est à ce moment-là considéré comme l'un des plus sûrs pour les touristes, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver, et c'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir de nombreux jeunes hommes et femmes confondus qui arpentent chaque jour la Hume Highway en attendant qu'un automobiliste amical veuille bien leur proposer de les déposer. La Hume Highway, c'est une route mythique qui relie Sydney à Melbourne et elle est même l'une des principales artères du pays. Parmi ces nombreux jeunes, il y a James Gibson et Deborah Everest, tous les deux âgés de 19 ans, un jeune couple originaire de Frankston, près de Melbourne, qui décident en décembre 1989 de prendre leur sac à dos pour un road trip direction la Confest. C'est un rassemblement écologique qui a lieu près d'Albury, à environ 400 km de Frankston,
au cours duquel il y a des ateliers spirituels, des discussions sur l'écologie, un petit peu de musique, bref, une sorte de rassemblement communautaire un petit peu hippie sur les bords. Mais plutôt que de se rendre directement à la Confest, il décide dans un premier temps de faire un détour par Sydney pour y rejoindre des amis et redescendre ensuite tous ensemble en stop sur Albury. Malheureusement, il y a visiblement eu un malentendu parce que les amis de James et Deborah sont partis plus tôt. Le couple doit alors se résigner à entamer la seconde partie de leur voyage seul. Ils comptent tout de même le faire en stop. Il faut dire qu'étant donné qu'ils sont australiens, ils n'ont aucun problème pour se faire comprendre, contrairement aux touristes étrangers qui, parfois, peuvent être mis en difficulté par la barrière de la langue. Ils quittent donc Sydney pour rejoindre Albury le 30 décembre 1989, mais ils ont de toute évidence eu un souci en chemin parce que c'est à ce moment-là qu'on perd totalement leurs traces. Le sac de James ainsi que son appareil photo cassé sont retrouvés le 13 mars, soit 2 mois plus tard sur le bord d'une route de campagne dans la zone de Galston Gorge au nord de Sydney, alors que le couple n'est lui jamais revenu de son voyage et personne ne semble d'ailleurs les avoir vus à la Confest, ce qui signifie qu'ils n'ont probablement jamais atteint Albury. Sachant que rien ne peut expliquer le fait qu'ils n'aient finalement pas suivi leurs plans initiaux ou même qu'ils ne soient pas retournés chez eux après, leurs proches les ont évidemment portés disparus, mais les recherches n'ont malheureusement rien donné. James et Deborah semblent s'être évaporés dans la nature. Cette double disparition pousse évidemment les autorités à se questionner parce que le fait que des affaires appartenant à James aient été retrouvées sur le bord d'une route porte à croire qu'il a peut-être été victime d'une agression. Que ce soit un vol qui a mal tourné ou quelque chose de bien pire, tout semble indiquer que les deux jeunes ont fait une très mauvaise rencontre durant leur trajet, une hypothèse qui se renforce au début de l'année 1991. Plus d'une année après les disparitions de James et Deborah, Simone Schmidt, une touriste allemande surnommée Simi, arrive en Australie. Le 20 janvier 1991, vers 8h15, cette assistante commerciale de 21 ans part de Sydney pour se rendre à Melbourne en stop. Après avoir baroudé plusieurs semaines en Nouvelle-Zélande puis en Australie, en compagnie de son amie Janet Muller, Simi doit à présent rejoindre sa mère, Erwinea, qui débarque dans 4 jours. Elles ont décidé de faire une virée de 6 semaines en camping-car dans l'état du Victoria avant de rentrer ensemble en Allemagne. Malheureusement, quand le vol d'Erwinea atterrit à Melbourne le 24 janvier, sa fille n'est pas là pour l'accueillir. Pendant les 6 semaines suivantes, elle reste sur place et la recherche inlassablement, mais elle ne parvient pas à retrouver sa trace. La dernière fois que Simi a été aperçue date en réalité du jour où elle a quitté Jeannette. À ce moment-là, elle essayait de trouver un véhicule au niveau d'une gare ferroviaire dans la banlieue ouest de Sydney pour rejoindre Melbourne en stop. Son ami lui avait d'ailleurs fortement déconseillé de faire du stop tout seul, mais Simi lui avait répondu que les guides touristiques affirmaient que les Australiens étaient super amicaux et que, de toute façon, elle avait un couteau avec elle pour se défendre en cas de besoin. Après James et Deborah, c'est donc une 3e personne projetant de faire du stop sur la Hume Highway qui disparaît sans laisser de traces, et ça n'est malheureusement pas terminé. Le 26 décembre 1991, Gabor Neugebauer et Anja Habschied, un couple de touristes allemands, respectivement âgés de 21 et 20 ans, disent à leur famille qu'ils comptent rentrer prochainement. Mais avant de repartir, les deux jeunes, qui se trouvent dans la banlieue de Sydney à ce moment-là, veulent faire un dernier périple, gagner Adélaïde puis Darwin en faisant du stop, soit un voyage de près de 4500 km. C'est le jour suivant Noël que Gabor et Anja quittent l'auberge où ils logent, la Backpackers Inn située à King's Cross, pour prendre la route, mais tout comme James, Deborah et Simi avant eux, ils n'atteignent pas leur destination et ne donnent plus aucune nouvelle à leur famille. Alors, qu'est-il arrivé à tous ces voyageurs? Que se passe-t-il sur la fameuse Hume Highway? Fin 1991, ce sont des questions auxquelles les autorités ne peuvent pas encore répondre. Il faut attendre l'année suivante pour qu'un 4e événement se produise, un événement qui donnera plus tard enfin un début de piste à la police. It's hard to know where to start. Caroline was the youngest of our 3 children. Caring, happy, thoughtful, a great sense of fun. It was never short of laughter when she was around. We were very pleased when we heard she was going to Australia because so many of her friends had been and come back and sung its praises. Caroline est âgée de 21 ans, elle est de nationalité britannique. Une fois en Australie, elle fait la rencontre de Joan Walters dans une auberge de jeunesse de Sydney, découvrant au passage que sa nouvelle connaissance réside également au Royaume-Uni et qu'elle a 22 ans. Du coup, les deux filles se lient d'une très forte amitié, décidant même de poursuivre ensemble leur périple
au pays des kangourous. Le 18 avril 1992, elles décident de quitter Sydney pour se diriger vers l'état du Victoria, où elles espèrent trouver un emploi saisonnier dans la cueillette de fruits, une rentrée d'argent qui serait plus que bienvenue pour financer le reste de leur voyage. Caroline et Joanne prennent le train jusqu'à Casula, une ville en banlieue de Sydney, puis elles se retrouvent sur la Hume Highway, où elles sont aperçues demandant leur chemin. Ensuite, elles disparaissent des radars, et leur famille se rendent rapidement compte que quelque chose est anormal parce qu'avant cette date, les filles leur donnaient des nouvelles chaque semaine sans faute, elles envoyaient même régulièrement des cartes postales. Mais tout un tas d'imprévus peuvent se produire durant un voyage à l'étranger, donc personne ne panique après juste une semaine sans nouvelles de Caroline et Joanne. En revanche, quand 2 semaines s'écoulent, toujours sans appel ni carte postale, l'inquiétude commence à monter. She always rang on family birthdays just to say hello and, happy birthday. So when Emma didn't get a call, we thought, that's a little strange. Après 5 semaines sans aucune nouvelle, Ray Walters, le père de Joanne, demande de son côté à consulter son compte bancaire et il s'aperçoit qu'il n'y a eu aucun mouvement dessus depuis plus d'1 mois. Une information pour le moins inquiétante parce qu'il paraît assez improbable que sa fille ait pu subvenir à ses besoins pendant si longtemps sans utiliser sa carte, même si elle a réussi à trouver du boulot sur place. That's when the alarm bells really started ringing and we started putting into place a serious search. Une enquête démarre pour tenter de remonter la piste de Caroline et Joanne, mais elle piétine très rapidement. Au départ, les autorités australiennes ne font pas vraiment le lien entre toutes les disparitions qui ont eu lieu depuis 1989, en se disant qu'après tout, les touristes qui voyageaient à travers le pays ont peut-être simplement changé leurs plans sans prévenir. En plus, les signalements ont été faits dans différentes juridictions, ce qui complique fortement la centralisation des informations, surtout à l'époque. Malheureusement, l'année suivante, une macabre découverte vient tout changer. Our car phone rang and it was our policeman that was looking after us. He just said, pull into the side of the road. I've got bad news. And that's when we knew. Le 19 septembre 1992, en début de soirée, Keith Caldwell et Ken Selly, 2 hommes qui s'entraînaient à la course d'orientation dans la Belanglo State Forest, ont trébuché sur ce qu'ils ont assez vite identifié comme étant des restes humains. The next day, police converged on the remote bush site, 2 hours southwest of Sydney. And less than 20 metres from the first grisly find, a second body was discovered. It's been covered with branches and leaf mold and leaves. Almost immediately, it was suspected the bodies could be those of 2 young British women, Caroline Clark and Joanne Walters. Les résultats des examens médico-légaux confirment rapidement qu'il s'agit bien des corps des 2 voyageuses britanniques, aperçues pour la dernière fois le 18 avril 1992, soit 5 mois auparavant. Caroline a été abattue de 10 balles de calibre 22 tirées en pleine tête depuis des distances différentes. Le premier tir ayant probablement été mortel et les 9 autres impacts ayant dès lors été infligés post-mortem. Un scénario macabre se dessine alors. Son meurtrier aurait pu se servir d'elle comme cible d'entraînement au tir. Joanne, quant à elle, a été poignardée à 14 reprises à plusieurs endroits différents au niveau du cou, de la poitrine et dans le dos. L'ordre exact des coups de couteau n'est pas connu. En revanche, il est déterminé par le médecin légiste qu'au moins l'un de ces coups a été d'une telle violence qu'il a sectionné non seulement la colonne vertébrale de Joanne, mais aussi sa moelle épinière, l'immobilisant totalement. 2 de ses côtes ont également été cassées, alors que ses mains et ses bras ne présentent aucune blessure défensive, normalement infligée lorsque la victime tente de se défendre. Il est donc probable que le meurtrier l'ait d'abord frappée au niveau du dos afin qu'elle ne puisse plus bouger, avant de continuer à la torturer avec un sadisme évident,
avant de finalement la tuer. Vu l'état dans lequel se trouvent les corps, il est impossible de déterminer si elles ont subi ou non une agression sexuelle, mais il n'est pas illogique de le penser. La façon extrêmement méticuleuse dont Joanne a été mutilée et la manière dont les corps ont été dissimulés suggèrent que le tueur est méthodique. Ce ne sont probablement pas des actes impulsifs, mais l'œuvre d'une personne qui a pris son temps parce qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Sans surprise, cette découverte fait l'effet d'une bombe en Australie. La population est complètement sous le choc. Comment un tel crime a-t-il pu être commis dans un pays réputé pour sa sécurité? Et surtout, y a-t-il d'autres victimes à déplorer? Alors que la police lance ce qui deviendra la plus grande enquête criminelle de toute l'histoire du pays, l'opinion publique commence à paniquer à l'idée qu'un tueur rôde encore, sans savoir qu'en réalité, Caroline et Joanne ne sont que le début d'une série de découvertes bien plus terrifiantes. L'enquête et les recherches s'annoncent colossales, notamment parce que la forêt de Belanglo est immense. Située à 130 km au sud-est de Sydney et à seulement 3 km à l'ouest de la Hume Highway, la superficie totale de la forêt de Belanglo est d'environ 3800 hectares. Certaines zones sont très isolées et le terrain y est parfois accidenté. On comprend donc pourquoi, à l'entrée de la forêt, on peut voir le panneau « S'il vous plaît, soyez prudents ». Et il faut dire ce qui est, et si on se met à la place de quelqu'un qui doit planquer un ou plusieurs corps, c'est clairement l'endroit idéal. Oh, ça va, me regardez pas comme ça. Je suis à peu près sûr que vous y avez pensé aussi. En septembre 1992, après que les corps de Caroline Clark et Joanne Walter soient découverts, des recherches supplémentaires sont effectuées dans la forêt, mais avec les ressources limitées à leur disposition, les enquêteurs, dans l'impossibilité de couvrir une fouille de l'intégralité de la forêt, décide d'y mettre un terme. Il faut attendre le 5 octobre 1993, soit près d'un an plus tard, pour que cette affaire, que le pays avait presque oubliée, fasse à nouveau la une de tous les médias nationaux. Ce jour-là, un résident des environs à la recherche de bois de chauffage découvre des ossements dans une partie particulièrement isolée de la forêt de Belanglo. Covered with branches and leaf litter, the bodies had been there for almost 4 years. Ces deux corps sont ceux de James Gibson et Deborah Everist, le couple d'Australiens qui avait mystérieusement disparu le 30 décembre 1989. Leurs corps sont dans un état de décomposition très avancé, mais leur autopsie permet tout de même de révéler que les deux jeunes de 19 ans ont été poignardés jusqu'à ce que mort s'en suive et que, tout comme ça avait été le cas pour Joanne, il semble que des blessures paralysantes leur aient été infligées avant leur décès. Un élément on ne peut plus révélateur qui prouve que c'est certainement le même meurtrier qui a agressé les 4 routards, et peut-être pas que. Pour faire face à l'ampleur de la tâche et à la gravité des premières découvertes, la police australienne sort les grands moyens le 14 octobre 1993 parce que rechercher des restes humains dans la forêt de Belanglo, ça équivaut à tenter de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Chief Superintendent Clive Small handed one of Australia's biggest murder investigations. A task force was formed, 300 police drafted into the search. We can do it, and we will do it. 2 have been found dead, and there are mounting police fears this site could turn into a backpacker's graveyard. En plus des 300 policiers participant aux recherches sur le terrain, une unité spéciale est créée, la Task Force Air, dirigée par Clive Small. Composée d'une 50aine de détectives et d'analystes, elle a entre autres pour mission de faire le tri dans l'énorme quantité d'informations générées par l'enquête, et pour ce faire, elle met en place un système informatique sophistiqué appelé TIMS, Task Force Information Management System. C'est l'une des premières utilisations de l'informatique à grande échelle dans une enquête criminelle en Australie. En parallèle, la Task Force Air supervise l'établissement du profilage psychologique du tueur qui est confié au Dr Ron Milton, un expert en psychiatrie médico-légale avec plus de 20 ans d'expérience. Selon son analyse, le meurtrier est probablement un homme âgé de 30 à 45 ans qui connaît la forêt et les armes à feu. Un individu socialement isolé mais capable de paraître normal, voire charmant quand il le souhaite. En gros, il s'agit sûrement d'un individu parfaitement capable de se fondre dans la masse, ce qui le rend d'autant plus dangereux. La pression médiatique et politique est énorme. Les Australiens retiennent leur souffle. Qui peut bien être ce monstre qui a transformé la forêt de Belanglo en charnier? Et surtout, a-t-il réellement fait d'autres victimes, comme les enquêteurs le pensent? A month later, the remains of a 21-year-old German backpacker, Simone Schmidl, who had last been seen in Sydney's western suburbs, was found.
she'd been stabbed 8 times, her heart and lungs ripped apart, her body hidden for almost 3 years. There's 5 bodies being located, and there are indicators that there could be more out there. Des indicateurs qui ne trompent pas, parce que le 4 novembre 1993, à peine 3 jours après la découverte du corps de Simi, les policiers trouvent d'autres restes humains enterrés dans des tombes peu profondes situées à 50 mètres de distance l'une de l'autre. Like Simone Schmidl, they were both identified as German nationals. Anja Habschied and Gabor Neugebauer suffered horrible deaths. Anja was decapitated. Her head has never been found. Gabor was shot 6 times in the head. We now have 7 bodies recovered, and notwithstanding that we don't know the cause of death in the present case, that we do have a serial killer. Tueur en série. Les mots sont posés et ils sont effrayants, notamment parce que le mode opératoire du meurtrier est aussi froid que cruel. La plupart de ces 7 victimes ont d'abord été immobilisées, souvent par des coups de couteau portés à la colonne vertébrale, et elles ne sont pas mortes instantanément. Non, leur agresseur a pris le temps de les torturer avant de les achever. Plus troublant encore, des traces d'anciens feux de camp ont été découvertes près des corps, suggérant que le tueur a passé du temps sur les scènes de crime après les faits, peut-être pour savourer le résultat de ses œuvres. Les enquêteurs le savent, ils ont affaire à un prédateur aussi méthodique que sadique. Les analyses balistiques permettent d'établir que la même arme, un fusil de type Ruger 22, a servi à commettre l'ensemble des crimes, une preuve qui vient entériner le fait que les 7 meurtres sont bien l'œuvre d'un seul et même individu. Les Australiens peinent à y croire. Leur pays, vanté par les guides touristiques du monde entier et considéré comme l'une des destinations les plus sûres pour les voyageurs, se retrouve soudain associé à une affaire criminelle des plus sordides. L'impact sur l'industrie touristique est immédiat et dévastateur. Les réservations chutent, les auberges de jeunesse se vident et les gouvernements étrangers émettent des avertissements à leurs ressortissants, déconseillant l'autostop à tous ceux qui se trouvent sur le continent australien ou qui ont pour projet de s'y rendre. Les gens qui résident près de la forêt de Belanglo, eux, vivent dans la peur parce que cet endroit, autrefois lieu de promenade et de détente, est désormais considéré comme un lieu maudit. La méfiance s'installe et chaque inconnu est regardé de travers, perçu comme un danger potentiel. Et vous savez quoi ? C'est exactement à ce moment-là qu'un élément clé qui aurait pu permettre d'identifier le tueur beaucoup plus tôt refait surface. Le 13 novembre 1993, la police est contactée par Paul Onions, un Britannique qui leur confie qu'il a justement fait une très mauvaise rencontre en Australie 3 années plus tôt. Le jeune homme, à présent âgé de 24 ans, a pris goût au voyage après avoir passé quelques années dans la Royal Navy, et si, en retournant à la vie civile, il a réussi à se dégoter un job de frigoriste, il a rapidement eu envie de repartir vers d'autres horizons. Pour toutes les raisons que je vous ai citées au début de la vidéo, paysage à couper le souffle, climat et hospitalité des habitants, Paul a choisi de s'envoler pour l'Australie, et si au départ son séjour s'est très bien déroulé, la situation a radicalement changé quand il a pris la décision de faire du stop sur la Hume Highway un jour de janvier 1990. Alors qu'il sortait d'un magasin où il venait de s'acheter à boire, un homme qui a dit s'appeler Bill lui a proposé de le déposer. Paul l'a trouvé très sympathique et il était convaincu, comme beaucoup d'étrangers, que tous les Australiens étaient amicaux, donc il est monté dans le véhicule sans se poser de questions, pensant même qu'il avait plutôt eu un coup de chance. Mais pendant le trajet, il a doucement commencé à déchanter. He became a bit anti-racial to the immigrants who were living in Australia. He found them, they're quite offensive, really. So happy to get the ride. And then, for all of a sudden, I thought, oh no. First go, I got the nutter. That was a really short reaction. And then, for some reason, we just started to slow down a bit. And he just kept looking in his mirror. And if you can drive yourself, you find it a bit odd. And then I said, what's the problem, man? Il est facile d'imaginer l'inquiétude que Paul a pu ressentir parce qu'à cet instant, il se rendait bien compte qu'il était bloqué en voiture avec un inconnu visiblement raciste qui, en plus de ça, commençait à avoir une attitude vraiment bizarre. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que Bill lui a ensuite répondu qu'il devait s'arrêter brièvement pour chercher des cassettes sous son siège, étant donné que dans le coin, il n'y avait pas de signal radio. En soi, pourquoi pas ? Seulement, dans ce cas précis, les propos de Bill ne cadraient pas du tout avec ce que Paul pouvait observer parce qu'il y avait des cassettes entre leurs deux sièges. Le conducteur n'avait donc en réalité pas vraiment besoin de s'arrêter. Ou, en tout cas,
pas pour cette raison. Once the vehicle was pulled over, you got out to search under the seat. I thought, there's two sides to your brain. There's the calm side saying, oh, you should be happy this guy's given you a lift. What are you worried about? Then there's the other side saying, hold on, there's something doesn't feel right there. So the initial reaction to me then was, well, I'll just stretch my legs and see how it provokes it. Bill a demandé à Paul pourquoi il sortait de la voiture et, décidant de faire confiance à la première partie de son cerveau, Paul est finalement remonté dans le véhicule tout en essayant de se convaincre qu'il se faisait des idées. Jusqu'à ce que le conducteur lui dise qu'il devait regarder sous son siège à nouveau. He just bent over, looked under the seat, and just pulled out a revolver. And obviously all the questions was answered in one movement. Paul a réagi très rapidement. Après une brève lutte contre Bill, il est parvenu à s'extraire de son véhicule et il a couru sans s'arrêter, ce qui lui a permis de réussir à éviter un coup de feu. Le Britannique paniqué a ensuite arrêté la première voiture qu'il a croisée, une voiture conduite par Joan Berry, qui a immédiatement compris l'urgence de la situation et a fait monter Paul sans attendre, avant de rouler à tombeau ouvert jusqu'au premier commissariat, situé dans la ville de Bowral. Le jeune Britannique a signalé l'agression dont il venait d'être victime, puis il est rentré au Royaume-Uni pensant que l'affaire serait, de toute façon, traitée par les autorités australiennes. Un portrait robot a alors été établi, mais à l'époque, la police locale n'avait aucune raison de penser qu'il s'agissait d'autre chose que d'un incident isolé et que, de toute façon, le fameux Bill n'avait probablement pas donné son vrai prénom à Paul. Les éléments dont disposaient les autorités pour tenter de retrouver son agresseur étaient en réalité trop peu nombreux, en conséquence de quoi son témoignage a été archivé et oublié pendant 3 ans. Ce n'est qu'en 1993, après la découverte des corps dans la forêt de Belanglo, que Paul voit un reportage sur les meurtres à la télévision britannique et contacte à nouveau la police australienne, persuadé que son agression a été commise par le même homme. Son témoignage devient alors un élément clé de l'enquête, tout simplement parce qu'il est le seul à avoir vu le visage du tueur et à pouvoir encore en parler. Grâce au coup de fil de Paul, les enquêteurs parviennent assez rapidement à isoler un suspect et l'opération qui va suivre sera la plus importante de l'histoire policière australienne. Mais ce qui va être découvert va faire basculer l'enquête dans une toute autre dimension. Le suspect en question se nomme Ivan Mila et il correspond en tout point à la description physique donnée par Paul. C'est un ouvrier de 49 ans qui vit seul au 22 Cinnabar Street à Eagle Vale, une banlieue au sud-ouest de Sydney, après s'être marié une fois en 1984 avec une adolescente de 17 ans qui, bien qu'elle lui a donné une fille, a demandé le divorce 5 ans plus tard, lassé de subir des violences conjugales. Dans le cadre de son travail, Ivan a parcouru la Hume Highway en long, en large et en travers pendant des années. Il connaît donc parfaitement cette route, mais aussi toute la région environnante, y compris la forêt de Belanglo. Les emplacements où les corps ont été retrouvés sont d'ailleurs assez facilement accessibles depuis son domicile. La Task Force R met en place une surveillance discrète mais constante du suspect. Des officiers parlent secrètement à ses collègues de travail et découvrent que ses absences coïncident étrangement avec les dates de disparition des victimes. Ils apprennent également qu'Ivan est un passionné d'armes à feu, connu pour sa collection impressionnante, mais aussi que, juste après la découverte des corps de Caroline et Joan, il s'est subitement débarrassé de son véhicule, un Nissan Patrol, sans aucune raison apparente. Afin de lever les derniers doutes qu'il leur reste, Paul Onions est invité à revenir en Australie pour identifier formellement son agresseur. Went through all the pictures, and that was the one that gave me initial reaction. It made me uneasy when I looked at it, and then when I looked closer, I said to him, "That's the person who I think I met that day." Après ça, les enquêteurs sont certains qu'ils tiennent bien leur homme, mais ils doivent néanmoins prendre le temps de s'organiser parce que la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Il se trouve qu'Ivan est le 5e enfant d'une fratrie qui en compte 14. Sa famille est aussi nombreuse qu'elle est soudée, donc elle fait également l'objet d'une attention particulière. Les autorités pensent que certains de ses membres pourraient être au courant des activités du meurtrier présumé, voire même qu'il a peut-être été aidé d'une manière ou d'une autre. Les préparatifs pour une intervention d'envergure sont lancés. 7 propriétés liées à Ivan ou sa famille doivent être perquisitionnées simultanément pour éviter toute dissimulation de preuves. In simultaneous raids, they struck across the country. Up to 300 heavily armed police readied themselves for the swoop.
C'est le 22 mai 1994, à l'aube, que l'opération est lancée. Just after 6:30 a.m., the phone rang in Ivan Milat's house, which was surrounded by armed police. A lead negotiator told him to surrender, but Milat thought it was a prank. After being convinced that there was nowhere to run, he finally handed himself over. Milat was arrested. Neighbours were stunned by the morning's raid. They had the next door neighbour out on the ground, had a shotgun to his head. Pendant qu'Ivan est en garde à vue, les équipes médico-légales passent sa maison, et pas que la sienne, au peigne fin, et ce qu'elles découvrent chez le suspect vient confirmer les pires soupçons des enquêteurs. You had rope plastic strips that could secure your wrists, property and camping equipment found in the garage, which adjoined the house. During a search of the roof of the house, police found parts of a weapon used to kill a number of the victims, hidden between the wall of the house and the brick wall of the garage. La maison d'Ivan regorge également d'autres armes et d'objets ayant appartenu aux victimes, sacs à dos, vêtements et équipements de camping. Plus troublant encore, il semble qu'il ait distribué certains de ses trophées à ses proches, les présentant comme des cadeaux. Une gourde est retrouvée sur laquelle le mot Simi a été gravé, Simi étant le surnom de Simon Schmidl, ainsi que des photos qui montrent Shalinder Hughes, la compagne du tueur en série présumé, portant un pull qui appartenait à Caroline Clark, ou encore l'une des chemises de Paul, qui avait abandonné ses affaires dans la voiture d'Ivan en s'enfuyant, qui est retrouvée chez la mère d'Ivan. L'ensemble de ces découvertes qui s'enchaînent vient alimenter un dossier accablant et le masque de l'homme ordinaire tombe définitivement pour révéler le visage d'un monstre qui a certaines manies typiques des tueurs en série. They like to keep trophies, and they keep those trophies because it's a reminder to them of the power they had over their victims. It's also a reminder to them of what they did. And while they can leave them for anyone to see, only the serial killer will know the meaning. They'll know that was their trophy from killing somebody. C'est peut-être ce qui choque le plus les enquêteurs, le fait qu'il ait pu mener une double vie pendant si longtemps sans attirer l'attention de qui que ce soit. Comment un homme capable d'actes aussi barbares a-t-il pu paraître si normal aux yeux de son entourage ? Pour comprendre qui est vraiment Ivan, il faut remonter à son enfance au sein d'une famille d'origine yougoslave, ou croate selon les sources, qui, comme je vous le disais plus tôt, est nombreuse, mais était aussi très pauvre. Élevé dans une famille catholique nombreuse, les 14 enfants de la fratrie ont grandi sous l'influence d'un père strict et imprévisible, dont l'alcoolisme affectait profondément la vie quotidienne à la maison. Dès son plus jeune âge, Ivan s'est démarqué par son caractère intrépide et imprévisible. Ses frères et sœurs le décrivent comme quelqu'un qui n'avait peur de rien et, surtout, qui semblait n'être doté d'aucune forme de conscience. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de pouvoir faire ce qu'il voulait. Et malheureusement, ce qu'il voulait, c'était rarement faire le bien autour de lui, comme s'en souvient Paul Shipley, un ancien camarade de classe d'Ivan. The cruel way he treated me. He gave me a beating, you know, like you get beatings off kids and you get slapped around, but he was there to hurt me. And I don't mean hurt my feelings, I mean he meant to hurt me. And he instilled that real fear into me of him. He's not bad, he's evil. Son attrait pour les armes à feu s'est manifesté très tôt, tout comme son tempérament explosif et violent. George, l'un de ses frères, est victime de brimades récurrentes de sa part, se souvient par exemple de cet incident quand il avait averti Ivan que l'un des pneus de sa voiture semblait se dégonfler. I said, you got a cook valve in your car. Why? You got a slow leak. Ivan walked out and come back and started yelling at me about it. And Billy says, hey, he touched your tyres going flat. And you're flying off at him over it. Why? And I said, what are you going to cook at him for? It was good enough to come and tell you he's got a tyre going flat. And you come in and started yelling at him. And I said, no, I'm not telling you nothing no more. Dès son adolescence, il a commencé à attaquer des animaux avec une machette, mais aussi à avoir des démêlés avec la justice, d'abord pour vol de voiture et pour cambriolage, mais c'est en 1971 qu'un incident bien plus grave encore a révélé la véritable nature d'Ivan. Le 7 avril cette année-là, il a pris Greta et Margaret en stop, des jeunes femmes de 18 ans. Sauf que son geste n'avait rien d'innocent. I've never been so sure in my life that I was in the hands of a murderer. I have never doubted from the time he told us how we were going to die.
I had a feeling about him all the time as though there was something very wrong with him. It was almost like not like a premonition or something. I just felt that there was something very, very wrong with him. Ivan avait embarqué les deux amis avec la ferme intention de les agresser sexuellement et si Greta a pu s'échapper avant que ça se produise, ça n'a malheureusement pas été le cas de Margaret. Un signalement a été fait aux autorités, mais bien qu'identifié, le criminel n'a pas été jugé immédiatement et il a même été laissé libre dans l'attente de son procès. Résultat, entre deux cambriolages commis avec quelques-uns de ses frères, il a réussi à simuler un suicide en laissant ses chaussettes à The Gap, un endroit de Sydney tristement célèbre parce que c'est là que beaucoup de personnes décident de sauter la vie. Les autorités pensent qu'Ivan a ensuite pris la fuite en s'envolant pour la Nouvelle-Zélande, où il aurait vécu pendant 2 ans. Mais il a de nouveau été arrêté en 1974, après avoir été obligé de retourner en Australie parce que sa mère venait de faire une attaque cardiaque. Jugé pour les accusations d'enlèvement et de viol des 2 autostoppeuses, son avocat, John Marsden, base sa défense sur les différences dans les versions données par Greta et Margaret et il parvient à faire acquitter son client. Sur le plan professionnel, Ivan a commencé à travailler en tant qu'ouvrier de la voirie pour la Roads and Traffic Authority en 1975, une entreprise au sein de laquelle il était toujours salarié au moment de son arrestation. 2 ans après son embauche, il aurait récidivé en tentant sans succès d'agresser sexuellement puis de tuer 2 femmes qui faisaient du stop entre Liverpool et Canberra, mais il n'a jamais été inculpé pour ces faits. Ivan a, selon les experts en psychologie criminelle, tout d'un psychopathe, dénué d'empathie, manipulateur et incapable de ressentir le moindre remords, de charmantes qualités qu'il s'est toujours appliqué à dissimuler, et c'est peut-être ça qui est le plus flippant, l'idée que votre voisin, tout à fait banal, puisse en réalité être le genre de monstre dont on parle tous les lundis. Quoi qu'il ait fait par le passé, Ivan a finalement été mis hors d'état de nuire, mais ce n'est que le début d'une très longue bataille judiciaire. Alors que le reste de l'Australie et du monde découvre avec horreur les détails de l'affaire, la famille du tueur en série présumé va adopter une position des plus surprenantes. Ivan, de son côté, s'enferme dans le déni. Ivan Milat charged with the 7 backpacker murders. I've got this recollection of that van being driven out and him yelling from inside that he was innocent. He didn't know what was going on. It's all shit, mate. I didn't kill no one. I didn't kill no one, mate. Le procès d'Ivan s'ouvre le 26 mars 1996 à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. Sans surprise, il est massivement médiatisé et le pays tout entier va suivre avec attention ce qui est déjà considéré comme le procès du siècle. L'accusé plaide non coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui et sa stratégie de défense, toujours assurée par l'avocat John Marsden, est pour le moins étonnante. Elle consiste à nier en bloc son implication, tout en insinuant que Richard Milla, l'un de ses frères, pourrait être le véritable auteur des meurtres. L'avocat soutient qu'il est tout à fait possible que Paul Onions se soit trompé lorsqu'il a identifié son agresseur, en raison de la ressemblance physique affichée par les 2 frères, et ce, en dépit de toutes les preuves accablantes contre Ivan lui-même. Résultats d'analyse ADN, de tests balistiques ou encore objets appartenant aux victimes retrouvés dans sa maison, tout l'incrimine. Paul est d'ailleurs revenu en Australie pour assister au procès et, devant la cour, il apporte une nouvelle fois la confirmation qu'Ivan est bel et bien l'homme qui a tenté de le tuer 6 ans plus tôt. La famille Milat fait de son côté bloc autour du meurtrier. La majorité de ses frères et sœurs assistent quotidiennement aux audiences pour le soutenir et sa mère Margaret, alors âgée de 75 ans, maintient elle aussi fermement l'innocence de son fils. Cette attitude de déni collectif ne fait qu'ajouter à l'étrangeté de l'affaire. Tout le monde se demande évidemment si les proches d'Ivan étaient, oui ou non, au courant de ce qu'il faisait à l'époque. Au fil des semaines, le procès révèle l'horreur des crimes qu'il a commis dans les moindres détails. Les témoignages des experts médico-légaux et des familles des victimes dressent un tableau glaçant de la souffrance infligée. Malgré tout, l'accusé reste impassible et il ne montre pas la moindre émotion. If you looked into his eyes, and I've looked into his eyes a couple of times, there was nothing there. It was like staring at a black hole. Après 4 mois de procès et 3 jours de délibération, le verdict tombe. Ivan Milat guilty in the backpacker murder trial. It was a huge relief, to say the least. It left everyone breathless because here we had Australia's worst ever serial killer convicted of Australia's worst ever serial killings. There was an appeal and an attempted appeal, both of which
ultimately failed. Ivan Milat was sentenced to 7 consecutive life sentences, 18 years of them without the possibility of parole. Dans son jugement, le juge David Hunt est particulièrement sévère, qualifiant les crimes d'Ivan comme étant d'une cruauté et d'une perversité sans précédent, et il souligne la nature calculée et sadique des meurtres, ainsi que l'absence totale de remords chez l'accusé. Un point particulier du jugement fait également débat parce que le magistrat n'hésite pas à dire le fond de sa pensée, quand bien même aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Il affirme qu'il croit que le meurtrier n'a probablement pas agi seul. Cette déclaration jette à nouveau de l'huile sur le feu au sujet d'une possible complicité de certains des membres de la famille Milat, bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais été inculpé. L'impact du procès d'Ivan sur la société australienne est profond. Les lois qui encadrent l'autostop sont renforcées et des campagnes de sensibilisation sont lancées pour avertir les voyageurs des dangers potentiels. L'image idyllique de l'Australie, qui était auparavant dépeinte comme une destination sûre pour les jeunes routards, est définitivement ternie. Condamné à passer le reste de sa vie en prison pour ses crimes, Ivan tente, en mai 1997, soit moins d'1 an après sa condamnation, de s'évader avec George Savas, un autre détenu incarcéré pour trafic de drogue. Leur plan échoue et le lendemain, Savas est retrouvé pendu dans sa cellule. Suite à cet incident, Ivan est transféré au quartier de haute sécurité de Goulburn, surnommé Supermax. C'est l'établissement le plus sécurisé du pays, réservé aux détenus les plus dangereux. Dès le début de son incarcération, le tueur en série se distingue par son comportement erratique et ses nombreuses protestations. Il entame d'ailleurs plusieurs grèves de la faim, avale des lames de rasoir et se livre à divers actes d'automutilation comme se couper le petit doigt avec une cuillère en plastique aiguisée. Certains de ses comportements sont même difficilement compréhensibles, comme en 2011 quand il entame une grève de la faim de 9 jours, perdant 25 kilos, dans le seul but d'obtenir une PlayStation, une requête qui a bien évidemment été rejetée par l'administration pénitentiaire. Malgré sa condamnation, Ivan continue de clamer son innocence et il passe une grande partie de son temps à écrire des lettres à ses proches dans lesquelles il maintient qu'il est victime d'un complot et que les véritables coupables sont encore en liberté. En mai 2019, la santé du tueur en série se détériore rapidement, diagnostiqué comme souffrant d'un cancer de l'œsophage et de l'estomac en phase terminale. Il sait donc qu'il va mourir sous peu. Les enquêteurs rendent alors visite à Ivan à 8 reprises pour essayer d'obtenir des aveux, espérant qu'il finira peut-être par vouloir soulager sa conscience avant de partir, mais il reste inflexible, niant jusqu'au bout toute implication dans l'affaire. Le meurtrier décède le 27 octobre 2019 à l'âge de 74 ans. Avant sa mort, il avait demandé que ses funérailles soient prises en charge par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, une requête que le ministre des Services correctionnels Anthony Roberts a catégoriquement refusé. Le corps d'Ivan a finalement été incarcéré, les frais étant prélevés directement sur son compte pénitentiaire. Selon certaines sources, on aurait appris après sa mort qu'il avait en réalité déjà confié à sa mère qu'il était bel et bien coupable. Un comble quand on sait que dans la dernière lettre qu'il a envoyée à Bill, l'un de ses frères, juste avant de mourir, il écrivait encore qu'il était innocent. Sa mère, Margaret, s'est éteinte en 2001 et elle n'a jamais répété publiquement ce que son fils lui avait dit. Ivan a donc laissé derrière lui de nombreuses questions sans réponse et sa mort ne va malheureusement pas précipiter son nom dans l'oubli. Milat has been named as one of the main suspects in the murders of Leanne Goodall, Robin Hickey and schoolgirl Amanda Robinson. Many have long suspected the 7 murders committed by Ivan Milat weren't his only ones. Joe Briffer's daughter was last seen 16 years ago hitchhiking home. Despite various inquests and inquiries, Milat was never charged with any further crimes. But in what can only be described as a terrifying case of history repeating itself, another evil Milat was. Un autre Milat maléfique, parce qu'il se trouve qu'en novembre 2010, Matthew Milat, le petit-neveu d'Ivan, a emmené David Ochterlony dans la forêt de Belanglo et l'a tué de sang-froid avec une hache, pendant que l'un de ses amis, Cohen Klein, enregistrait un audio avec son téléphone. Ils avaient tous 17 ans au moment des faits. La victime a même été tuée le jour de son anniversaire. 2 ans après le meurtre de David, Matthew et Cohen ont été condamnés à respectivement 43 ans et 32 ans de prison. Le jeune tueur idolâtrait son oncle au point de changer de nom pour prendre le sien, un bien triste héritage familial. Mais ça n'est pas tout, parce qu'avant de s'éteindre en 2006, John Marsden, l'ancien avocat de la famille Milat, a fait une déclaration des plus troublantes sur son lit de mort.
Il affirme que le meurtrier a effectivement été aidé par l'une de ses sœurs, Shirley Swar, lorsqu'il a commis les meurtres de Caroline et Joanne. Une sœur avec qui Ivan aurait d'ailleurs eu des relations sexuelles, mais ça c'est encore une autre histoire. Quand ces informations sont dévoilées, la concernée est décédée depuis déjà 3 ans, ce qui a évidemment rendu toute vérification complètement impossible. Mais attendez, ça n'est toujours pas fini pour les révélations parce que 9 ans plus tard, c'est Boris, l'un des frères d'Ivan et le seul membre de la famille Mila qui a toujours été convaincu de sa culpabilité, qui fait à son tour d'étonnantes révélations. Il confie à Steve Aperen, un ancien enquêteur de la criminelle, que le tueur en série avait avoué avoir accidentellement tiré avec une carabine sur Neville Knight, un chauffeur de taxi, lors d'une tentative de vol qui aurait eu lieu le 6 mars 1962. La victime a été partiellement paralysée par cette attaque, mais Ivan, qui n'était alors âgé que de 17 ans, n'a jamais été attrapé, et c'est même un autre homme qui a été injustement condamné à 5 ans de prison à sa place. Et quand on sait qu'infliger des blessures paralysantes, ça fait partie du mode opératoire du tueur en série qu'il était, il n'est pas très difficile d'imaginer que non seulement c'est vrai, mais qu'en plus, il l'avait fait volontairement. Quoi qu'il en soit, réellement, étant donné qu'Ivan Milat n'a jamais dévoilé publiquement les détails de ses meurtres et qu'il n'est plus de ce monde, on ne peut que faire des suppositions, même si les autorités semblent quant à elles envisager la possibilité qu'il ait fait jusqu'à 20 victimes supplémentaires, sans jamais pouvoir en apporter la confirmation. N'oubliez pas, avec CyberGhost VPN, vous pouvez non seulement protéger vos données personnelles, mais aussi faire des économies significatives sur vos achats et vos abonnements en ligne. Utilisez le lien en description pour obtenir 83% de réduction et 4 mois offerts. Pour les familles des 7 victimes identifiées, justice a été rendue, mais pour d'autres familles de backpackers disparus, l'incertitude demeure et pourrait ne jamais disparaître. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut.